Merci beaucoup, merci à la Société des Amis du Musée de l'Homme de m'avoir proposé de faire cette conférence ce soir. Et puis je remercie tout particulièrement aussi pour continuer sur l'hommage qui a été rendu à Nancy Wise, puisque je remercie particulièrement Nancy Wise, puisque c'est elle qui m'a contacté et proposé en premier lieu de faire cette conférence. Je vous remercie aussi bien sûr tous ici d'être venus pour l'intérêt que vous portez à ce sujet. Alors cette conférence, comme cela a été mentionné, est organisée dans le cadre des rendez-vous autour de l'exposition Néandertal. Mais vous allez voir qu'en fait je vais très peu vous parler de Néandertal. Je vais vous donner très peu d'informations sur les comportements néandertaliens et de résultats, en tout cas sur ces comportements, pour plutôt me tourner vers un complément à ce qui peut être présenté dans l'exposition et me centrer plutôt sur qu'est-ce qui se passe dans nos laboratoires, qu'est-ce que l'on fait, quel est le cheminement justement que l'on fait pour arriver à la compréhension de ces comportements. Et donc je vais me centrer spécifiquement sur la tracéologie, puisque c'est mon domaine de spécialité en particulier. Et je vais vous montrer comment la tracéologie, justement, qu'est-ce qu'apporte la tracéologie à la compréhension de ces comportements des Néandertals, mais pas uniquement, puisque la procédure et le cheminement scientifique en tracéologie est sensiblement le même, que l'on traite de sites néandertaliens ou de sites d'autres périodes. Alors, pour faire cela, je vais diviser ma présentation en 4 parties. Une première partie où je vais revenir un petit peu sur l'outil, assez brièvement, mais il y a quelques petites notions sur lesquelles que j'aimerais revenir, quelques pistes de réflexion, ainsi que sur la question de sa spécificité humaine. En deuxième lieu, on va passer à la tracéologie, sa définition, on va discuter un peu de ses origines, je vais vous faire un bref historique de cette discipline et vous en montrer les évolutions. Ensuite, je vais vous expliquer la procédure que l'on suit en tracéologie, qu'est-ce que l'on fait concrètement, en prenant l'exemple spécifique de la tracéologie appliquée aux outils en pierre. Et enfin, dans une 4e partie, je vais revenir là un petit peu sur Néandertal pour vous donner quelques exemples de résultats obtenus grâce à la tracéologie sur les Néandertaliens, et puis pour vous présenter quelques projets de recherche en cours actuellement en tracéologie et en recherche expérimentale en particulier. Alors, tout d'abord, avant de parler plus spécifiquement justement de tracéologie, j'aimerais revenir sur quelques notions concernant l'outil, et en particulier la question de sa spécificité humaine, puisque c'est une question qui amène beaucoup de discussions et de débats au sein de la communauté scientifique, mais pas seulement, et qui peut avoir des implications directes en fait sur le terrain pour les archéologues. Alors lorsqu'on parle de l'outil, on va se poser la question des premiers outils fabriqués. Quels sont ces premiers outils que l'on connaît ? Vous voyez que j'ai laissé ce petit point d'interrogation entre parenthèses, puisque bien évidemment, les premiers outils fabriqués que l'on connaît aujourd'hui ne seront peut-être pas les premiers outils que l'on connaîtra demain. Cela change bien évidemment au fil des découvertes scientifiques, et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec cette publication-là, qui est sortie en 2015 et qui a présenté les plus anciens outils connus à ce jour, fabriqués, datés de 3,3 millions d'années, dans le site de Lomekwi 3, dans l'ouest Turkana, au Kenya. Alors, ces outils qui ont été découverts sur ce site, il s'agissait d'un assemblage d'à peu près 150 pièces, publiées en tout cas dans cet article-là, avec principalement des nucléus, c'est-à-dire des blocs à partir desquels ont été taillés des éclats que vous pouvez voir, non, c'est ce bouton-là, des éclats que vous pouvez voir ici en bas de cette illustration, ainsi que quelques galets aménagés. Alors, si l'on s'intéresse à la fabrication, on va s'intéresser aussi à l'utilisation. Et les premières traces d'utilisation d'outils ont été publiées en 2010. Et il s'agit, une date a été donnée de 3,39 millions d'années pour le site de Dikita en Éthiopie.
Et alors, cette utilisation, en fait, ces traces d'utilisation, en fait, consistaient en des traces sur des ossements qui ont été interprétées, caractérisées comme étant des traces de découpe liées à des activités de boucherie. Donc on n'a pas les outils sur ce site, hein, c'est simplement les traces qui ont, d'après les auteurs, été réalisées à partir probablement d'outils en pierre, et donc ce seraient les premiers témoignages d'utilisation d'outils en pierre à 3,39 millions d'années. Alors ces résultats ont été critiqués par différents chercheurs. Puis il y a eu un certain nombre de réponses, dont une réponse de l'auteur, où il disait qu'il y avait probablement un problème de paradigme dans lequel en fait la communauté scientifique s'enferme et où on n'accepterait pas qu'il puisse y avoir utilisation d'outils avant qu'il y ait eu fabrication d'outils. Donc en fait, il reste toujours un certain nombre de doutes sur la caractérisation de ces traces de découpe, mais le débat en fait permet justement de s'interroger sur cette antériorité de la fabrication, cette antériorité de la fabrication. Est-ce que l'un et l'autre sont indispensables d'ailleurs lorsque l'on parle d'outils? Comment est-ce qu'on du coup on définit cet outil? C'est une question qui ressemble un petit peu à celle de la poule et de l'œuf. Et justement, on peut peut-être en apporter certains éléments de réponse en regardant ce qui se passe du côté de l'éthologie et notamment des capucins. Alors je vous montre un exemple ici d'un capucin qui a prélevé un bloc de pierre et qui va s'en servir pour casser une noix dans laquelle il y a la nourriture qu'il recherche. Donc ici, un premier exemple d'utilisation d'outils sans qu'il y ait fabrication au préalable. Mais si on veut aller un petit peu plus loin de l'humain en termes phylogénétiques, eh bien on peut regarder chez les oiseaux ce qui se passe. On trouve aussi des exemples chez les oiseaux d'utilisation. Vous voyez cet oiseau qui regarde ce trou dans ce rondin, puis il sélectionne une brindille qu'il va utiliser pour récupérer la nourriture convoitée. Donc à partir avec ces deux exemples, nous voyons bien qu'il peut y avoir utilisation d'outils sans qu'il y ait forcément fabrication. Et cela nous renvoie en fait à la définition même de l'outil. Ici, vous avez des exemples en fait d'utilisation à partir d'objets qui sont simplement prélevés en fait dans l'environnement, sans qu'il y ait forcément modification. Mais on peut se poser la question de cette définition, puisque la définition de l'outil, dans la définition de l'outil, parfois justement cette composante fabrication est peut-être fondamentale pour considérer un objet comme étant un outil. Donc on peut aller encore plus loin, puisque là encore, l'éthologie va nous apporter quelques éléments de réponse intéressants, puisque des animaux justement autres que l'espèce humaine va pouvoir montrer la capacité de modifier des objets pour les utiliser. Alors vous voyez ce jeune mâle chimpanzé qui a récupéré une branche, il l'effeuille rapidement pour en faire un bâton qui va être utilisable pour récupérer de la nourriture dans ce trou. Si l'on revient à nos oiseaux, eh bien, même chose, on va ici encore observer des comportements de modification d'outils, avec ici un bout d'écorce qui est prélevé, mais qui ne convient pas, il n'arrive pas à l'insérer dans le trou, donc il va rentrer dans une phase de modification de cet objet. Donc en le maintenant avec ses pattes, puis il change la forme de l'objet, le divise en deux, de façon à pouvoir l'utiliser de la façon souhaitée et récupérer la nourriture convoitée. Voici encore donc un exemple de modification des objets pour pouvoir les utiliser par la suite. Et donc quand on voit, on a ces deux exemples de modification, mais on va se poser la question de la fabrication, cette fabrication dont on parlait. Et bien là encore, il y a certains exemples, peut-être que certains d'entre vous connaissent cet exemple, puisque c'est un exemple qui est assez connu, qui date un petit peu maintenant.
mais c'est l'exemple de Kanzi, un bonobo qui en fait a appris à tailler par observation de l'humain. Donc vous le voyez ici prendre 2 blocs de pierre. Il va procéder à la taille. Vous allez voir qu'il va produire quelques éclats. Voilà, il va en sélectionner un qu'il va aller ensuite utiliser pour couper une corde qui lui permettra d'ouvrir cette boîte et de récupérer la nourriture qui s'y trouve. Voici en fait les outils produits par... pardon. Voilà, voici les outils produits par Kanzi. Et si vous regardez en particulier, c'est que je me trompe de bouton en fait, si vous regardez en particulier les éclats qui sont au milieu, eh bien ces éclats vont porter la majorité des stigmates, même tous les stigmates qui peuvent être retrouvés en fait sur des éclats qui vont être taillés par l'homme, en ce qui concerne des éclats non retouchés, c'est-à-dire des éclats produits mais non modifiés par la suite. Alors la différence en fait visible à ce jour ne se situerait peut-être pas justement dans cette capacité à utiliser, à modifier ou à fabriquer des outils, mais peut-être dans la capacité à produire des outils selon une chaîne opératoire qui est longue, c'est-à-dire selon un agencement long de gestes logiques qui vont permettre d'arriver à l'outil. Et aussi, on peut se demander si cette différence ne se situe pas aussi dans un degré de modification de l'outil. En tout cas, c'est une question qui est assez complexe. Je ne vais pas aller plus loin dans ces questionnements et cette réflexion-là, puisqu'il s'agirait en fait de comparer des espèces qui sont diverses, avec des modes de vie très variés et utilisant des matières premières très différentes. Je voulais simplement ici vous donner quelques pistes de réflexion sur ces questionnements de spécificité, mais je veux quand même vous montrer un dernier exemple qui a beaucoup fait parler de lui en 2016, c'est cet exemple des petits capucins du Brésil avec cette publication intitulée « Les singes sauvages produisent des outils en pierre ». Alors ce titre est assez accrocheur, assez frappant, en l'état surtout de ce que l'on connaît. Il a été largement repris dans les médias, mais en fait, les auteurs de l'article sont beaucoup plus clairs et nuancés, bien sûr, dans le papier. Donc vous voyez ces petits capucins qui prennent des blocs de pierre et qui vont taper en fait sur ces roches. Et alors ça va être rapide, vous avez vu un petit éclat partir. En fait, ils vont produire effectivement des outils, mais ils vont les produire de façon non intentionnelle. Et ensuite, l'objectif là, en tout cas de ce qu'ils ont observé chez ces capucins, c'est plutôt pour broyer la surface de cette roche et récupérer des lichens. Les éclats qui sont produits sont bien produits de façon non intentionnelle et ils ne sont pas récupérés ensuite pour une utilisation ou pour une modification. Donc il y a fabrication non intentionnelle, non-utilisation et non-modification. Néanmoins, vous voyez ces éclats ici, c'est ce qui ressort, et si l'on trouvait ça dans un site archéologique, il serait bien difficile de différencier ces objets d'éclats taillés par l'homme, puisqu'ils vont porter un certain nombre de stigmates indiquant que l'on retrouve sur les objets taillés par l'homme. Donc en fait, ici, en ce qui concerne l'archéologie en particulier, ce qu'il est important de noter, c'est que les humains ne sont pas les seuls à produire des objets en pierre portant toutes les caractéristiques des outils humains, si ce n'est peut-être les traces d'utilisation. Et c'est donc là, justement, que l'on va en venir à l'utilisation, à la tracéologie, puisque l'utilisation est justement l'un des aspects principaux auxquels la tracéologie va s'intéresser et à laquelle elle va pouvoir apporter un certain nombre d'éléments de réponse et de caractérisation. Donc, j'en viens maintenant à qu'est-ce que c'est la tracéologie, comment elle fait justement pour apporter ces différents éléments de réponse, quelle est la procédure que l'on suit en tracéologie.
Alors si j'essaie de définir ce qu'est cette discipline, vous allez voir que la définition de la tracéologie est bien plus simple que celle de l'outil, qui demanderait largement, je pense, une conférence à elle seule, voire plusieurs. La tracéologie en préhistoire, régulièrement est associée à l'étude de l'utilisation sur les outils en pierre. Mais en fait, la tracéologie est une discipline beaucoup plus large qui s'intéresse et qui fait l'analyse, la caractérisation et l'identification des traces résultant de l'utilisation, mais pas seulement. Des traces aussi de production et de tous les processus naturels ou accidentels qui peuvent altérer la surface des objets. Donc cette discipline va inclure une grande part de développement méthodologique. C'est d'ailleurs un domaine assez dynamique actuellement. Et je vais y revenir notamment en perspective en vous présentant des projets de recherche actuels. Une grande part d'expérimentation en laboratoire et sur le terrain. Je vais vous en parler aussi, je vais détailler un petit peu tout ça. Et on a largement recours aussi à de la documentation écrite, et notamment aux rapports ethnographiques, qui vont nous permettre aussi de nous donner certains indices de type de production, d'utilisation ou d'autres types d'altérations, de phénomènes qui pourraient altérer les objets et auxquels on ne pense pas forcément de prime abord. De plus, la tracéologie, je vous ai mis quelques exemples, ne s'intéresse pas uniquement aux objets. Je ne sais pas si vous voyez le pointeur en fait là. Si ? Ah, sur le caillou. Donc en fait ne s'intéresse pas uniquement aux objets en pierre. On peut travailler sur de la corne, de l'ivoire, de l'os, des dents, du bois animal, la pierre bien évidemment, du coquillage et aussi sur les métaux. Alors maintenant qu'on a un petit peu défini ce que c'était, vous avez déjà une meilleure, pour ceux qui n'étaient pas du tout familiers avec cette discipline, vous en avez au moins une définition. Je vais vous dresser très brièvement un petit historique de la discipline. Et on trouve en fait des analyses fonctionnelles déjà au 19e et début du 20e siècle, il y a un certain nombre de travaux, utilisant une approche qui est relativement spéculative, puisqu'en fait la forme de l'outil va largement déterminer la fonction que l'on va attribuer à l'objet. Et en particulier la forme des outils contemporains vont être utilisés pour faire le parallèle et va déterminer la fonction des outils archéologiques. Il y a aussi des analogies entre les objets ethnographiques et les objets archéologiques qui est largement employée. Et il y a à ces moments-là que de très rares analyses des traces et ou de travaux expérimentaux. Lorsque cela est fait, dans ces travaux pionniers, en fait, lorsqu'il y a analyse de traces, c'est plutôt un intérêt pour ce type de traces, en fait, que l'on appelle les polis des fossiles. En fait, c'est un poli qui est obtenu au contact, pas uniquement, mais principalement lors de la coupe des blés. Alors ici, vous avez un poli, donc la grande image, toute cette zone, en fait, brillante, lisse, c'est une altération de surface de l'objet. Ici, en fait, c'est la surface relativement naturelle d'un silex et vous avez ici toute la surface altérée qui correspond à ce type de poli. Donc c'est à partir de ces polis, en fait, et l'intérêt pour ces polis qu'a démarré vraiment l'intérêt dans la discipline pour la description fine des traces d'utilisation. Et vous allez voir, je vais vous en montrer d'autres exemples par la suite. Les observations sont généralement réalisées à l'œil nu ou à la loupe, donc avec des grossissements qui sont relativement faibles. Mais c'est plus tard, en fait, vers le milieu du XXe siècle, qu'il y a un ouvrage qui va faire date dans l'histoire de la tracéologie. C'est en effet à partir de la traduction en anglais de l'ouvrage du soviétique Semenov en 1964, il me semble, oui, c'est ça, qu'il va y avoir une internationalisation de la discipline sur des bases scientifiques communes.
Et alors Semenov, déjà, lui, travaille dessus dans ses travaux, mais en russe, il travaille dessus déjà depuis les années 30, et il étudie déjà des traces sur plusieurs matières premières. Il a largement recours à l'expérimentation. Il a un intérêt aussi particulier pour la cinématique, déterminé à partir des stries d'utilisation. Vous allez voir, je vais vous en montrer quelques exemples quand je vais vous présenter les différents types de traces que l'on recherche. Donc c'est un travail qui fait date et que l'on continue sur lequel on se base toujours aujourd'hui, qui a vraiment établi les fondements de la discipline telle qu'on la connaît aujourd'hui et les bases internationales et communes pour cette discipline. Alors il y a d'autres travaux, bien évidemment, qui ont apporté une contribution significative à la compréhension de l'utilisation des outils en pierre. Alors je vous en cite un que je trouve, je vous ai mis une citation des travaux de White que je trouve intéressant, où il va montrer, à partir d'observations de populations qui utilisaient encore des outils en pierre, qu'en fait il est très réducteur de catégoriser des outils sous les noms, par exemple, de racloirs. Puisque c'est en fait une réduction de toute l'histoire de l'objet. En fait, un objet a une vie et tout au long de sa vie, il peut avoir été utilisé de façon multiple. Simplement de le mettre dans une case de cette façon-là, d'un point de vue de l'utilisation, ça a des intérêts autres, bien sûr, mais d'un point de vue de l'utilisation, c'est très réducteur et il faut, quand on étudie, et c'est quelque chose d'important en tracéologie, avoir en tête justement que cet outil n'a pas été forcément utilisé pour une seule activité. Et si vous prenez des exemples de tout ce que vous utilisez aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des objets même que vous détournez. Vous n'avez pas de marteau, il se trouve que vous avez un tournevis, vous le tournez et puis vous tapez sur votre clou et vous utilisez donc votre tournevis comme un marteau. Donc toutes ces choses-là sont des choses qui sont à prendre en compte et qui a été observée et soulignée bien sûr par les travaux de White notamment, pas seulement mais notamment. Les observations se font toujours avec les mêmes systèmes, mais auxquels on va ajouter maintenant des grossissements un petit peu plus importants avec la loupe binoculaire et des microscopes métallographiques qui vont permettre d'aller dans des grossissements très forts. On peut utiliser des grossissements jusqu'à 500 fois. En général, c'est le maximum qui va être intéressant en microscopie métallographique classique. Puis, depuis la fin du XXe siècle, alors je passe sur une grande période de forte activité, de débat, de remise en question des fondamentaux, des fondements même de la discipline, mais qui ont apporté beaucoup à la discipline au cours des années 80 et des années 90. Il y a vraiment des travaux très intéressants et des questionnements et des remises en question qui ont été très importantes à cette période et qui ont en fait amené, depuis la fin du XXe siècle, un certain nombre de chercheurs à se tourner vers le développement méthodologique de la discipline et notamment le développement de méthodes quantitatives et des méthodes de classification pour venir en support à l'œil du tracéologue. Alors, quelques exemples pour vous montrer quelques types de systèmes qui ont été utilisés déjà depuis la fin du XXe siècle. Et donc, l'interférométrie sur divers matériaux, je vous en montre quelques exemples ici. L'interférométrie, en fait, va être une technique qui va permettre de faire l'acquisition de surfaces comme ça. Donc en fait ici, ces petits blocs que vous voyez ici et là sont des surfaces. En haut, vous avez la surface d'un outil, donc il y a une petite portion de l'outil qui n'a pas été utilisée. Et puis en bas, vous avez une surface d'un outil qui a été utilisé dans 3000 cycles de va-et-vient, de frottement sur une couche de paille. Et donc, à partir de ça, on peut réaliser des profils et extraire des indicateurs d'altération des surfaces que l'on peut comparer entre les objets qui n'ont pas été utilisés et les objets qui ont été utilisés afin d'en déterminer l'utilisation, de caractériser l'utilisation qui en a été faite.
De plus en plus, les expérimentations vont être fortement instrumentalisées de façon en fait à pouvoir contrôler, surveiller, quantifier tous les facteurs qui vont pouvoir avoir une implication en fait dans la formation des traces d'utilisation ou autres de production, etc. Et il y a aussi la mise en place de systèmes automatiques qui vont permettre ici, dans ce cas, de détecter automatiquement la direction de stries donc de lignes sur les objets, de façon à pouvoir déterminer la direction des mouvements au cours d'utilisation ou au cours de la fabrication de ces objets. D'autres techniques, le microscope à force atomique a aussi été utilisé. Donc là, on rentre dans un autre monde. Vous voyez qu'on rentre dans des systèmes qui sont très complexes. Ce système permet d'avoir une meilleure résolution que l'interférométrie optique et que le microscope confocal à balayage laser dont je vais vous parler tout à l'heure. Je vais vous montrer ce que c'est et vous montrer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et le problème, c'est qu'avec ce système, en fait, vous voyez, on peut observer que des zones d'à peu près, alors ça dépend des systèmes, mais 50 microns par 50 microns. Donc je ne sais pas si vous réalisez à peu près ce que ça fait, c'est extrêmement petit. Quand on veut observer un objet qui fait une dizaine de centimètres, si on veut observer la totalité de l'objet, ça ne va pas être le système qu'on va aller employer, mais plutôt pour des analyses très précises. Et il faut que les objets, en plus, ne soient pas trop accidentés sur leur surface, que la topographie soit relativement lisse. Même chose, à partir de ces systèmes, on va pouvoir extraire des indicateurs, en fait, quantifiés, des indices de rugosité, qui sont des indicateurs, en fait, de l'intensité d'altération, on peut dire, de la surface. Et vous en voyez un exemple dans ce tableau, et vous voyez, en fait, ici, différents indicateurs qui correspondent, en fait, à une utilisation de l'objet sur du bois, sur une peau fraîche, sur une peau sèche, sur de la viande, sur de l'os, et un indicateur qui correspond, en fait, à des traces d'emmanchement. Alors ici, c'est des exemples. Ça paraît simple, vous allez voir que je vais nuancer un petit peu tout ça après. La profilométrie laser et des analyses fractales. Alors là encore, on va travailler sur des profils. Donc vous avez ça ici, en fait, ce que vous voyez ici, ce sont des profils, des coupes des objets à partir de ces acquisitions en 3 dimensions. Donc on va faire des coupes, des profils, et on va avoir en fait ici les altérations de la surface. La topographie d'un objet au niveau microscopique ressemble à ça. Même si un silex, vous le regardez à l'œil nu, il vous paraît tout lisse, en fait il n'est pas lisse. Au niveau microscopique, il va ressembler à ça, sur sa surface. Plein de petites montagnes, de trous et de pics. Et ici, alors, le principe là, on va s'intéresser au profil, mais à différentes échelles. Et à partir de ces différentes échelles, on va calculer des longueurs relatives qui vont représenter les accidents de la topographie. Et vous voyez qu'on peut arriver à caractériser ici, sur le côté là-bas, vous avez en noir sur la partie supérieure, en fait, des altérations, des outils qui ont été utilisés, en fait, sur du bois, pour travailler le bois. Et en dessous, en gris, on voit que se séparent relativement bien des outils qui ont là, eux, été utilisés sur un bois animal. Donc on peut aussi, par cette technique, faire des discriminations des différentes utilisations. Alors voici le microscope confocal à balayage laser dont je vous parlais brièvement tout à l'heure, qui est un équipement en fait qui devient de plus en plus utilisé dans notre discipline et qui devient presque indispensable dans les laboratoires, avec lequel on peut, là encore, faire des acquisitions en 3 dimensions des surfaces des objets. Donc là encore, vous voyez ces petits rectangles, ce sont des zones qui ont été scannées, extraites de la surface des objets, très proches du bord utilisé en fait. Et vous avez un exemple ici de surface en bas. C'est difficile à vous faire voir avec le pointeur, si je bouge, j'ai plus de micro. Du coup, ici, vous voyez en fait une surface qui n'a pas été utilisée, donc fraîche, un outil qui a été taillé mais pas utilisé. Vous avez ici une utilisation sur de la peau sèche, sur de la peau graisseuse, sur de la peau fraîche, sur du bois en haut à droite et sur du bois animal en haut à gauche. Vous voyez, les zones très très lisses là sont des altérations de la surface. Si vous comparez avec en bas à droite la surface non altérée, vous pouvez identifier les différentes traces d'utilisation. Là encore, on va effectuer différentes mesures.
là-dessus. Et en fait, ces mesures, ces indicateurs en fait, de l'altération vont s'avérer être significativement différents lorsqu'il s'agit d'un travail, vous voyez tout en haut là-bas, lorsqu'il s'agit d'une pièce qui n'a pas été utilisée du tout, et lorsqu'il va s'agir d'utilisation sur du bois, sur de la peau, sur du bois de cervidé, etc., on va arriver à trouver des indicateurs représentatifs de ces activités. Donc ces premiers résultats montrent que les micropolis produits justement par l'utilisation peuvent être caractérisés par des indicateurs quantifiés maintenant, et pas seulement à partir de l'interprétation, à partir de l'expérience du tracéologue avec toute sa subjectivité. On apporte cette fois-ci des mesures, une quantification simple de l'altération de surface. Même chose, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est simplement pour vous présenter un autre système qui peut être utilisé. Cette fois-ci, on va faire, peut-être certains connaissent ça, si certaines personnes sont intéressées aussi par la photographie, c'est utilisé aussi en photographie, où l'on va faire en fait des images à différents plans de focus, et en recombinant toutes ces images, on va être capable d'avoir des images qui sont totalement en focus, mais aussi de recréer des modèles 3D. Donc c'est le système qui est utilisé ici par la microscopie à variation de focus, sur lequel on va réaliser des mesures comme ce que je vous ai montré avant, et à partir desquelles on va pouvoir faire des caractérisations des différentes activités réalisées. Des analyses d'images aussi, ce sont des procédés qui sont utilisés en tracéologie à partir d'images de surface, de différentes surfaces, par un système de binarisation. On va, donc passage en noir et blanc, quantification des pixels des images, on va arriver à mettre en évidence des différences. Vous voyez sur ce graphique ici, des différences. En fait, je peux aussi... non. Comme ça. Vous voyez ici des différences entre une utilisation sur du bois de cervidé, sur du bois ou sur de l'os. Donc là encore, mise en évidence des différentes activités. Alors, l'utilisation en fait de ces techniques d'acquisition, de quantification et de classification de l'information tracéologique est très loin d'être généralisée aujourd'hui. En effet, elles ont un certain coût, que ce soit financier ou que ce soit en termes de temps d'analyse. Ce sont des analyses qui sont généralement très très longues, et il y a encore aujourd'hui un certain nombre de problèmes d'accès du coup à tous ces équipements. Alors, la recherche, les travaux méthodologiques que nous menons actuellement sont très dynamiques, justement pour essayer d'améliorer ces systèmes et d'améliorer l'accessibilité de ces systèmes et les rendre un peu plus démocratisés dans la recherche en tracéologie. Et surtout aussi pour permettre la vérification de la répétabilité des résultats que l'on obtient, puisque lorsque l'on travaille sur l'expérimental, c'est bien, mais lorsque l'on applique à l'archéologique, bien évidemment, beaucoup de paramètres et d'autres problèmes sont en jeu, et notamment la très grande variabilité des traces que l'on peut observer. Je vais y revenir tout à l'heure. Alors maintenant que l'on sait ce qu'est la tracéologie, que l'on en connaît un petit peu l'histoire, qu'on a une meilleure idée de ce que c'est, je vais vous présenter quelle procédure est-ce que l'on suit concrètement pour faire ces interprétations, pour arriver à identifier et caractériser ces altérations sur ces objets, en prenant l'exemple particulier des outils en pierre, qui est le domaine dans lequel, enfin, l'un des domaines où la tracéologie a la plus longue histoire, et où les développements sont relativement actifs et dynamiques. Ah, c'est passé un petit peu... Non, c'est bon. Donc alors, tout part en fait, bien évidemment, d'une découverte et ou sélection d'objets archéologiques. Alors j'ai pris là l'exemple en fait d'un site pas du tout néandertalien, mais c'est quand même un site réel, puisqu'il s'agit de la grotte de Sonterus en Indonésie, sur l'île de Java, qui a livré en fait cette sépulture avec un assemblage très abondant en pierre, des objets en coquillage, des objets, des outils, ainsi que des éléments de parure, et puis des objets en os. Alors, à partir de là, un certain nombre de questions peuvent se poser sur
c'est cet outillage, je dirais plutôt sur ces objets en pierre, à ce stade de l'étude, sur ces objets en pierre, où on peut se demander est-ce qu'ils ont été utilisés, s'ils ont été utilisés, comment, pourquoi, est-ce qu'ils ont été utilisés pour des activités similaires aux activités réalisées avec les outils en coquillage ou les outils en os, est-ce que c'était des outils qui étaient plutôt interchangeables, etc. Donc un certain nombre de questions qui sont autant de types de questions auxquelles la tracéologie peut avoir un apport relativement intéressant. À partir de là, on va rentrer dans deux phases d'analyse, une phase sur le matériel archéologique et une phase importante d'expérimentation. En ce qui concerne la partie archéologique, on va pouvoir regarder les objets en amont de l'étude expérimentale, puisque cela va nous permettre d'ajuster l'expérimentation que l'on va faire ou d'apporter de nouveaux questionnements, justement, ou en parallèle, en ayant un véritable dialogue avec la partie expérimentale, au fur et à mesure de l'expérimentation, on va retourner sur le matériel archéologique, ou même après, et bien évidemment d'ailleurs après, puisque l'objectif de l'expérimentation va être de créer des corpus de référence qui vont nous permettre d'affiner nos interprétations du matériel archéologique. Donc, qu'est-ce que l'on fait lorsque l'on veut faire une expérimentation à visée tracéologique? On va tout d'abord essayer de retrouver les matières premières que l'on trouve dans le site. Si ce n'est pas possible, on va essayer de trouver des matières similaires, mais dans un cas idéal, on va retrouver les gisements de matières premières et on va pouvoir tailler des objets qui sont similaires à ceux que l'on trouve dans le site archéologique. Une fois que cela est fait, on va réaliser un certain nombre d'expérimentations. Alors, on ne les réalise pas à l'aveugle, on va les réaliser après discussion avec les autres spécialistes de l'équipe, par exemple les archéozoologues qui vont nous expliquer quelles étaient les espèces, quelle était la faune qui était présente à l'époque de ce site, dans ce contexte-là, avec les spécialistes des paléo-environnements qui vont nous dire, par exemple, que telle ou telle plante pouvait être disponible pour les hommes de cette époque. Donc tout cela va nous permettre de mettre en place des expérimentations les plus cohérentes possibles avec le site d'étude, avec le contexte, la période que l'on étudie. Et ensuite, on va rentrer dans cette phase d'observation, de documentation des traces et enfin de construction du référentiel. Alors là, je vais m'arrêter un petit moment pour vous expliquer quelles traces est-ce que l'on cherche. Puisque je vous ai beaucoup parlé de traces, mais en fait, je ne vous en ai pas montré beaucoup jusqu'à présent. Donc maintenant, je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que l'on cherche concrètement et quelles sont les informations que l'on peut un peu espérer obtenir. On cherche principalement en tracéologie sur la pierre 5 types de traces qui vont être des micro-esquilles, qui sont des petites fracturations, des petits enlèvements sur la surface des objets. Vous voyez en haut là, cette fracturation-là, par exemple. Des streaks, donc, qui sont des lignes qui vont apparaître à cause du frottement. Des émoussés, des résidus, différents types de résidus, et des micropolis. Alors les micropolis, je vais vous montrer en quoi ça consiste un petit peu plus, de façon plus proche, en faisant un zoom dessus. Vous avez ici en fait cette bande que vous voyez sur le côté correspond en fait à une acquisition, différentes images reconstituées à partir d'un microscope électronique à balayage sur ce petit objet archéologique ici, sur cette zone rouge. Et vous voyez en fait ici la surface non altérée de l'objet, la surface naturelle du silex. Et puis progressivement, vous voyez qu'il y a une altération pour arriver vraiment à une zone totalement lisse qui représente là une utilisation très intensive de l'objet. Et probablement sur une matière végétale très riche en silice. Vous avez ici donc le gros plan de cette zone, et si on zoome sur la zone de transition, donc vous voyez un petit peu mieux là la zone naturelle qui progressivement se transforme progressivement apparaît le poli d'utilisation. J'ai oublié de vous préciser bien sûr parce que pour moi ça paraît évident mais ça n'est pas du tout forcément. Ici en fait c'est le bord de l'outil, c'est le bord qui a été utilisé.
D'accord, donc l'outil était tenu, et là c'était la zone qui était en contact avec le matériau travaillé. Alors ces différents types de traces, ces 5 traces principales, dépendent, et en particulier leur agencement, leur organisation sur les objets, vont dépendre de la matière qui est travaillée. Mais aussi, et c'est là que ça devient compliqué, de différents facteurs, de très nombreux facteurs que l'on a beaucoup de mal à contrôler, à maîtriser, à quantifier et à caractériser lors des utilisations, notamment un angle de contact entre l'outil et puis la matière que l'on va travailler, la pression que l'on exerce, ce n'est pas la même chose si j'appuie, quand j'utilise un outil, si j'appuie vraiment très fortement ou si simplement j'effleure la matière travaillée, l'angle du bord utilisé, comment il est, quel est son profil, à quoi il ressemble. Donc la forme de l'objet, la vitesse à laquelle je travaille, est-ce qu'il y a aussi des éléments abrasifs qui vont se retrouver à l'interface entre l'outil et l'objet et la matière que je travaille. Donc vous voyez un grand nombre de paramètres qui vont pouvoir avoir une influence plus ou moins importante sur les traces obtenues et qu'il est difficile de caractériser. De plus, ces différentes traces, et en particulier les micropolis d'utilisation, ne sont pas exclusives. Je vous ai mis ce petit schéma réalisé par Vaughan dans les années 80, mais que je trouve très intéressant, même si, à mon sens, on pourrait le complexifier pour vraiment rendre compte de la réalité des choses, mais il me semble assez intéressant. Vous voyez, en fait, chaque cercle va correspondre à un type de traces, un type de micropolis que l'on va obtenir en fonction de la matière travaillée. Donc vous avez ce cercle-là, j'ai encore du mal avec ça. Bon, le cercle, vous voyez où il est écrit os, le cercle bois animal, le travail sur le bois végétal, le roseau, etc. Et vous voyez qu'il y a une zone de chevauchement, ces zones rouges en fait à chaque fois. Parce que là, il y a, en fonction du développement de ces différentes traces, il va toujours y avoir une zone en fait dans laquelle on ne va pas arriver à caractériser ces polis. Ce n'est pas systématique. Dans un assemblage archéologique, quand on va étudier 100 pièces, si déjà il y en a une quinzaine ou une vingtaine pour laquelle on va arriver à caractériser de façon relativement claire les traces, c'est déjà une proportion qui est très bonne. Donc justement parce que il est important de faire attention à ces différents facteurs qui peuvent créer ces traces et puis à ces chevauchements, à cette variabilité entre les différents types de traces. Donc voilà pour ce que l'on cherche exactement, et maintenant, comment est-ce que l'on observe ? Je vous ai présenté tout à l'heure les différentes techniques assez complexes qui sont employées, mais aujourd'hui, les méthodes qui sont quotidiennement utilisées en tracéologie et les plus répandues et les plus accessibles sont en fait ces équipements-là, une loupe binoculaire ou un stéréomicroscope qui vont permettre d'observer des traces à grossissement relativement faible, donc notamment des fracturations, les microesquilles dont je vous ai parlé, éventuellement localiser certains polis d'utilisation, mais sans pouvoir les caractériser, sans pouvoir vraiment les déterminer. Pour cela, on va devoir aller sur des équipements qui proposent des grossissements beaucoup plus importants. Vous avez ici un exemple d'un microscope optique à réflexion et d'un microscope électronique à balayage. Et je vous ai mis sur le côté en fait exactement la même image obtenue en microscopie électronique et obtenue en microscopie optique. Donc vous voyez que ce sont des systèmes qui vont être complémentaires, qui vont apporter différentes informations. Et qui vont donc être utilisés de façon en parallèle, en tout cas, sur les analyses. Et le microscope électronique, lorsqu'il est équipé d'une sonde de microanalyse par énergie dispersive en rayon X, va donner la possibilité, en tout cas, de caractériser les différents éléments qui vont constituer les résidus qui peuvent être restés sur les objets archéologiques, par exemple. Alors il y a deux choses dont je ne vous ai pas parlé, mais qui sont importantes dans toute cette procédure, dans tout ce travail d'analyse. C'est en fait la conservation des surfaces et le nettoyage des pièces.
Alors la conservation des surfaces, puisque l'on cherche à caractériser des traces d'utilisation. Donc, pour arriver à déterminer ce qui est dû à l'utilisation et à le différencier de ce qui ne l'est pas, justement, il est important de garder l'information de l'objet avant l'utilisation, l'objet non altéré. Donc ce que l'on va faire, on va soit faire une documentation très longue, très importante, plein d'images sur l'objet non utilisé, avant l'utilisation, avant l'expérimentation, ou sinon, on va faire des moulages. Alors on va utiliser, vous voyez, cette petite pâte verte par exemple, qui est du silicone. En fait, c'est un silicone que vous avez peut-être déjà eu dans la bouche, puisque c'est un silicone qui est utilisé par les dentistes, mais qui a l'avantage en fait de conserver les traces à une résolution en fait très fine, une haute résolution. Je vous ai mis un exemple d'un objet sur la droite. En fait, c'est un objet un type de silex. C'est la surface directement observée sur l'objet original, et vous avez sur la gauche exactement la même zone observée sur le moulage de cette surface en utilisant cette technique de moulage par ce silicone, puis on refait les positifs dans une résine polyuréthane, pareil, qui garde une résolution très importante. Et vous voyez que toutes les petites aspérités ici, par exemple, vous voyez ce trou ici, il est conservé sur le moulage, on a vraiment une résolution importante, sachant bien sûr que là, en gros, vous avez sur la largeur de l'image 250 microns. Donc l'échelle là est de 70 microns. Donc on est sur des échelles très fines, et on arrive à conserver ces traces de cette façon-là. Pour ce qui est du nettoyage, alors je ne vais pas m'appesantir là-dessus parce que il n'y a pas forcément d'intérêt, mais je voulais quand même le mentionner parce que c'est des choses aussi qui sont importantes dans le processus d'analyse et dans le laboratoire. Puis au point même qu'un nettoyage mal fait sur les objets peut remettre totalement en cause un travail de recherche. Les processus de nettoyage qu'on va utiliser pour les objets sont généralement des processus qui ne sont pas trop agressifs, justement pour ne pas altérer les objets, surtout lorsqu'il s'agit de pièces archéologiques. On va utiliser des bains en caisson à ultrasons, comme ça, des bains d'eau, des bains de savon neutre, ce type de choses, de l'acétone pour enlever les résidus graisseux, de l'eau oxygénée pour enlever les résidus organiques. Voilà, il y a différents produits que l'on va pouvoir utiliser en fonction du nettoyage que l'on veut mener. Et parfois, les objets vont être particulièrement concrétionnés, c'est-à-dire qu'il va y avoir beaucoup de sédiments complètement collés à la surface qui vont complètement masquer l'objet. Et si on veut vraiment les observer, on va pouvoir avoir recours à certains types de nettoyage un peu plus violents, avec de l'acide, à des concentrations très faibles d'acide chlorhydrique qui vont nous permettre d'enlever ce sédiment. Donc voici pour le nettoyage, quelque chose de très important aussi dans tout ce processus d'expérimentation et aussi d'analyse sur le matériel archéologique. Et il y a d'ailleurs en tracéologie à ce jour pas de réel consensus ou de protocole clairement établi utilisé par l'ensemble de la communauté, et c'est un point sur lequel des travaux sont actuellement réalisés. Et voici, une fois qu'on a suivi tout ce processus d'observation, d'expérimentation, d'observation, d'analyse, de nettoyage, de moulage, etc., eh bien on va enfin pouvoir constituer notre corpus de référence. En voici un extrait d'un corpus de référence où vous avez quelques micropolis d'utilisation. Vous voyez en haut un poli d'utilisation obtenu à partir d'un travail sur un type de bambou, ici sur un autre bambou, sur de la bourre de noix de coco, sur de l'os, sur du pandanus, sur des palmiers, sur du coquillage, etc. Donc vous voyez le corpus de référence qui est en lien bien évidemment avec la région que je vous ai présentée tout à l'heure, qui est du site en question pris pour exemple. Et puis je voulais quand même vous mettre un autre petit corpus qui n'a rien à voir, mais qui pour vous montrer d'autres traces avec des choses qui sont peut-être plus familières. Ici, avec de la découpe de peau de lapin, par exemple, du raclage de bois animal, raclage de peau de lapin, sciage de bois animal, etc. Donc c'est des activités expérimentales qui ont été menées et à partir desquelles on va pouvoir documenter, faire un catalogue, un dictionnaire en quelque sorte, de types de traces. Une fois que tout cela est fait, eh bien, il faut, je vous l'ai dit, alors documenter toute la surface
des objets archéologiques, on va effectivement pas simplement s'intéresser à une potentielle zone soupçonnée comme étant utilisée. Je vous l'ai dit, la tracéologie, ce n'est pas simplement l'utilisation, c'est aussi l'emmanchement par exemple, c'est aussi tous les types d'altérations accidentelles, naturelles, qui peuvent se produire sur les objets. Donc on va documenter l'ensemble de la pièce sur toutes ses surfaces, partout. Et de cette façon, on va ensuite pouvoir faire la comparaison avec notre corpus de référence ou avec des corpus qui sont déjà publiés, et puis à partir aussi de notre expérience ou d'analyse support quantifiée et de classification telle que je vous ai montré tout à l'heure, pouvoir proposer une interprétation de l'utilisation des objets. Voilà, donc vous êtes maintenant familier avec la procédure d'analyse en tracéologie, et je vais revenir maintenant à notre Néandertal, un petit peu quand même. Je vais vous en présenter quelques bribes, des petits résultats d'application de cette discipline et ce qu'ils ont donné pour la compréhension de ces comportements. Alors, au départ, nous allons aller en Hongrie, sur le site de Tata, un site daté d'environ 75 000 ans, qui a livré en fait un corpus, un assemblage de petites pièces, de très nombreuses petites pièces en pierre, qui pose question, et notamment la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils ont taillé de si petits objets, c'est vraiment des toutes petites pièces de vraiment quelques centimètres, et est-ce qu'elles ont pu être utilisées, est-ce qu'elles ont été utilisées, si oui, comment. Alors, j'ai mené sur ce site un travail d'analyse tracéologique, et j'ai suivi du coup ce processus aussi d'expérimentation. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite bande d'images sur le côté, à droite là-bas, où vous voyez en fait un résultat d'une expérimentation séquentielle que l'on peut faire justement pour comprendre le développement des traces. Vous voyez tout en haut en fait la surface qui n'a pas été utilisée. La deuxième image correspond à la surface de l'objet utilisé pour un raclage d'os pendant 10 minutes. Puis pendant 20 minutes, puis pendant 30 minutes, et ainsi de suite. Et on va documenter comme cela l'apparition des traces de façon à se constituer un corpus de référence à partir duquel on va pouvoir analyser les objets. Et l'analyse de cette série, en fait, a montré que ces objets étaient bien utilisés, mais qu'en fait, les objets les plus petits n'étaient pas forcément ceux qui étaient utilisés le plus intensément, en tout cas pas ceux qui portaient les traces d'utilisation les plus développées. Et même si cela était tout de même soupçonné, il a pu être mis en évidence l'utilisation d'emmanchements dans l'utilisation de ces petites pièces. À partir justement de l'organisation et du type de traces que l'on va obtenir, que l'on va pouvoir observer sur ces objets. Le deuxième site que je vais vous prendre pour exemple, c'est la Grotta del Cavallo en Italie, datée d'environ 120 000 à 45 000 ans, et dans lequel une analyse taphonomique, technologique mais aussi tracéologique a été menée cette fois-ci sur des restes de mollusques. Et ces restes de mollusques ont montré qu'il y avait justement des coquilles qui étaient retouchées et qui ont été utilisées comme outils. Et ça a été là, de nouveau, encore un témoignage en fait, d'une adaptation locale des Néandertaliens aux ressources qu'ils ont disponibles dans leur environnement. Un troisième exemple nous emmène en Espagne, à la Brie-Romanie, site daté d'environ, en tout cas pour ces couches-là, environ de 110 000 à 40 000 ans. Et là, les travaux qui ont été effectués dessus par un collègue espagnol ont montré en fait que les outils retouchés, mais les éclats aussi bruts, donc c'est-à-dire les pièces non retouchées, simplement des éclats qui ont été taillés mais non modifiés, ont été principalement utilisés pour des activités de boucherie. Donc on est sur un site où les activités de boucherie étaient l'une des activités principales par les Néandertaliens. Le dernier site que je veux vous montrer comme exemple est un site croate, le site de Krapina, avec ses découvertes datées d'environ 130 000 ans. Et encore là, pour vous montrer une application sur une autre matière première, il s'agit là de 8 cerfs de rapace
qui ont subi une étude tracéologique. Et en fait, les observations réalisées sur ces objets ont montré qu'ils aient été utilisés comme éléments de parure. Alors, à partir des différentes traces observées, différentes stries, différents types d'altérations. Et ces découvertes sont venues encore étoffer le nombre de vestiges qui témoignent d'une activité symbolique chez Néandertal bien avant l'arrivée en Europe d'Homo sapiens. Alors voici pour quelques exemples liés aux travaux qui peuvent être effectués sur Néandertal, mais vous en avez plein d'autres dans d'autres conférences, aussi dans l'exposition. En fait, à chaque fois que l'on va parler de comportement de subsistance ou comportement technique, bien souvent, il va y avoir derrière une part plus ou moins importante des apports faits par la tracéologie. Pour terminer, j'aimerais vous présenter quelques projets de recherche en cours, puisque c'est l'actualité pour le coup de la recherche dans ces domaines-là, et en particulier dans l'expérimentation, et puis pour vous montrer un peu jusqu'où on peut aller dans l'expérimentation et dans le développement méthodologique pour arriver à proposer des méthodes et des applications sur le matériel archéologique qui soient le plus fiables et le plus répétables possible. Alors voici ici un exemple de travail réalisé par un collègue actuellement aux États-Unis, Radu Jovita, qui a mené une expérimentation en balistique. Alors il a fait des moulages d'une petite pointe Levallois, des moulages en verre en fait, pour avoir tous des objets qui soient tous les mêmes et qui présentent la particularité d'avoir aussi une fracturation qui est similaire à celle du silex. Et vous voyez qu'il a mis en place un petit dispositif avec un lancement de ces pointes sur une cible sur laquelle on peut contrôler l'orientation. Et à partir de ça, donc il a mené une série d'expérimentations où il a lancé plein de fois ces flèches dans ces cibles et il a regardé les fractures que l'on observe sur ces pointes afin de voir s'il y a des tendances particulières, est-ce qu'il y a des fractures diagnostiques qui peuvent nous permettre après, lorsque l'on regarde au niveau archéologique, est-ce qu'il y a des fractures diagnostiques que l'on va pouvoir utiliser pour considérer telle ou telle pointe comme ayant été emmanchée ou en tout cas utilisée comme projectile. Ensuite, lorsque l'on parle d'outils, et donc, enfin d'utilisation d'outils, on va parler de tracéologie, on va parler de l'outil lui-même, on va parler, et je l'ai beaucoup fait là, donc de l'outil et de la matière travaillée. Vous avez vu que ces deux composantes ont une implication importante, enfin sont étudiées de façon approfondie en tracéologie, mais il ne faut pas oublier aussi la main qu'il y avait derrière cet outil. Un outil ne s'est pas utilisé tout seul. Donc il y a un certain nombre de travaux expérimentaux qui ont été menés, et notamment ici, vous avez un exemple d'un travail où l'on a quantifié en fait tous les contacts qui sont à toutes les zones de la main qui sont en contact avec l'outil et avec la matière travaillée au cours d'une utilisation. Cette quantification nous a permis de réaliser quelques frises de couleurs. Alors vous voyez, hein, c'est très lumineux, c'est très coloré, où en fait, avec des analyses vidéo, à la seconde, on a fait une bande de couleurs. Une bande de couleurs, en fait, une couleur va correspondre à une combinaison de contacts de la main avec l'outil. Et ce que l'on a cherché à regarder ici, eh bien, c'est s'il y a des stratégies particulières dans la préhension et la manipulation des outils qui dépend de la matière travaillée, qui dépend du type de matière travaillée, qui dépend aussi de l'expertise de l'utilisateur. On avait des débutants, on avait des experts. Vous voyez par exemple ici, le EM, en fait, c'est un expert, ou en tout cas une personne qui avait une plus grande expertise sur l'utilisation des outils préhistoriques. Vous voyez que l'on peut mettre en évidence qu'il y a quasiment une seule couleur, donc il y a une très grande stabilité dans la façon de tenir et de manipuler l'objet, alors que chez des débutants, vous voyez que c'est relativement anarchique, puisqu'il y a une certaine découverte un peu de l'outil, de prise en main, et vous voyez que ça se stabilise un petit peu plus loin. Alors, ces études ont aussi été mises en lien justement avec la production, avec ici tout en haut, c'est en fait le nombre de mouvements réalisés pour produire l'objet. L'objectif était de produire des pointes en bambou.
Et on s'aperçoit aussi, par exemple, que les experts, pour la production d'une pointe similaire entre une personne avec une expertise plus importante, elle va utiliser beaucoup moins de mouvements. Ici, plus de 2 fois moins. Donc on met ici en relation, du coup, les contacts main-outils, le mouvement, le geste, avec la production et avec les traces que l'on observe, les traces d'utilisation que l'on observe sur les objets. Dans l'objectif, après, plus tard, là, on n'en est pas du tout à cette étape-là, mais plus tard, de pouvoir appliquer ça au niveau archéologique, si des tendances ressortent de façon significative, et de pouvoir peut-être remonter réellement au type de préhension, à la main, enfin, et apporter encore de nouvelles informations sur les comportements d'utilisation des objets archéologiques. Un autre travail qui concerne cette fois-ci le geste, la manipulation. Alors là, vous voyez, on part cette fois-ci dans la robotique. Des travaux sont menés en robotique. Alors ici, un exemple avec un exemple de travail réalisé par des collègues de Zurich et de New York. Vous voyez, à partir en fait d'une acquisition de mouvements 3D, alors c'est pas ce que vous voyez là justement, mais vous avez peut-être déjà vu dans les films d'animation ou sur des jeux vidéo, etc., des acteurs qui vont avoir plein de petits capteurs et qui vont être filmés et on va reconstituer leurs mouvements en 3 dimensions. Eh bien, on utilise exactement ce système. D'ailleurs, c'est ce que vous pouviez voir ici en haut, avec tous ces petits capteurs. On l'a utilisé ici aussi. Et alors, cela nous permet de capturer l'information d'un mouvement à paramètres humains, de façon à pouvoir ensuite l'implémenter dans un bras robotisé, et de façon à ne pas faire travailler un bras robotisé avec, par exemple, la puissance d'un robot, mais avec la puissance, la vitesse, la pression qui peut être celle d'un humain, et un geste qui peut être aussi celui d'un humain. Et alors, pourquoi ces analyses ? Eh bien justement, pour arriver à quantifier tout ce que l'on n'arrive pas à quantifier quand on fait des expérimentations nous-mêmes, humains. Tous les paramètres dont je vous ai parlé, la force, la pression, l'angularité du contact, la vitesse, etc., on les estime ou on les néglige, alors que là, cette fois-ci, on peut réellement les suivre, les quantifier, les mesurer. Et donc ça va nous apporter un certain nombre d'éléments sur l'impact de chacun de ces facteurs sur la production des traces d'utilisation. Et enfin, un dernier travail expérimental que je souhaite vous présenter brièvement, cette fois-ci, qui concerne les traces et la caractérisation de la préférence manuelle à partir des traces d'utilisation. Alors, même si simplement le titre comme ça souvent incite la curiosité et l'intérêt chez beaucoup de personnes, dès qu'on parle de préférence manuelle, il y a souvent un certain engouement et on reçoit plein de questions. Mais c'est aussi, surtout parce qu'il y a déjà de nombreux travaux qui ont montré qu'il y a un lien entre préférence manuelle et latéralisation des hémisphères cérébraux. De plus, la préférence manuelle est liée à des zones du cerveau qui sont similaires à celles impliquées dans le contrôle d'autres fonctions essentielles telles que le langage. Et vous voyez peut-être où je veux en venir, c'est-à-dire qu'identifier la préférence manuelle chez les hominidés fossiles, c'est pas simplement décrire l'évolution de la latéralité chez l'humain, qui en soi peut présenter un certain intérêt aussi, en tout cas en recherche fondamentale, c'est aussi améliorer notre compréhension de l'émergence et du développement de facultés cognitives complexes au cours de l'évolution. Et donc c'est pour ça qu'on s'est lancé dans une série d'expérimentations dans l'espoir d'apporter de nouvelles données, de compléter celles apportées par la paléoanthropologie, notamment par les marqueurs osseux, celles apportées par les analyses dentaires aussi, qui peuvent apporter certaines informations sur les mains utilisées, la préférence manuelle. Cette fois-ci, apportées par les outils qui, eux, sont extrêmement nombreux dans les sites, justement. Et donc, si on obtient des informations intéressantes à partir de ces outils, elles seront statistiquement représentaties et permettront de décrire la préférence manuelle de façon relativement fiable.
Alors, vous voyez ici quelques résultats d'analyse. Alors, vous voyez, on a conservé, et là, il faut que je montre de façon plus précise, sinon c'est un peu compliqué. Donc, sur ce côté, en fait, c'est l'état de la pièce avant utilisation, et puis du côté droit, le bord après utilisation. Donc toute la zone grisée que vous voyez, c'est en fait la partie de l'outil, la matière qui a été enlevée au cours d'utilisation. Et donc à partir de ça, on va pouvoir regarder le long d'un bord utilisé, eh bien, est-ce qu'il y a des modèles particuliers d'enlèvement de matière lorsque l'outil est tenu par la main gauche ou par la main droite. On a ajouté à cela un certain nombre de paramètres, une vingtaine en fait de paramètres que l'on a observés et quantifiés. Et en utilisant en fait des algorithmes qui proviennent de l'apprentissage machine, et notamment l'utilisation des cas plus proches voisins, je le mentionne si certains connaissent ces types d'analyse, eh bien on arrive à une détermination de la main tenant l'outil à plus de 76%. En l'état actuel. Alors ça peut paraître pas mal, mais c'est de l'expérimental, donc on a encore beaucoup de travail à faire, puisque lorsque l'on passe sur l'archéologique, bien évidemment ce pourcentage risque sans aucun doute, on n'a pas de moyen de le vérifier, mais va chuter drastiquement. Donc c'est pour ça qu'avant toute application, on continue le modèle, on continue d'améliorer le modèle expérimental pour arriver au moins à 90-95% de bonne détermination sur la main tenant l'outil. Et on espère bien évidemment apporter des nouveaux résultats intéressants sur cette question. Voilà pour le dernier exemple de projet actuel en cours dans le développement méthodologique en tracéologie. J'ai fait le tour de tout ce que je souhaitais vous présenter. J'espère que vous avez du coup un aperçu et une connaissance un peu plus précise maintenant de ce qu'est cette discipline et de ce qu'elle peut apporter avec quelques exemples. Et je vous ai mis alors quelques ouvrages. Alors ce ne sont pas des ouvrages de tracéologie, désolé, puisqu'il n'y en a quasiment pas. Peut-être celui qui parle de tracéologie, en fait c'est un petit manuel d'accompagnement que l'on a réalisé avec des collègues dans le cadre d'un cours international d'archéologie expérimentale, donc qui n'est pas encore diffusé. Il va être disponible à la bibliothèque si vous avez envie d'accéder à ce petit livret, dans lequel il y a tout un chapitre sur la tracéologie. Et puis, je vous propose quelques livres qui peuvent vous intéresser sur des questions, que ce soit sur l'outil, sur l'utilisation de l'outil dans le règne animal autre que chez l'humain. Et puis, donc notamment le premier, l'intelligence animale. Le deuxième, dans lequel il y a, sur la question de la définition de l'outil, je trouve en fait une discussion très intéressante par Dominique Lestel sur comment pourrait-on définir l'outil. Et vous verrez qu'il va très très loin dans les questionnements et les réflexions même philosophiques sur ce que peut et ce que doit peut-être être considéré comme un outil. Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition pour d'éventuelles questions. Oui, bonsoir, merci pour cette conférence. Alors, pour revenir à une diapo du début, il y a l'os de Dikika qui a des traces d'outils, mais il y avait certains auteurs qui ont contesté ça en disant que c'était des dents de crocodile. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord maintenant? Et on espère que c'est bien des traces d'outils. Alors voici celle-ci. Effectivement, je ne suis pas rentré dans les détails parce que je n'ai pas forcément une réponse à donner, mais effectivement, il y a eu cette suggestion de dents de crocodile. Bon, je pense quand même dans l'article qu'ils ont publié, ils fournissent un certain nombre d'images, ils font une description qui est relativement bien documentée. Après, je ne serais pas capable de vous donner une réponse définitive en vous disant que tout le monde est d'accord, puisqu'à mon avis, ce n'est pas le cas. Enfin, c'est la réponse en fait. Tout le monde n'est pas forcément d'accord là-dessus. Le bonobo kanzi qu'on voit en train de tailler les silex, il me semble qu'il est capable de comprendre plusieurs centaines de mots, ce singe. Et est-ce qu'il est capable d'enseigner à un autre singe comment tailler les silex, vu que lui, il sait le faire et qu'il sait
C'est une très bonne question, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont essayé cette expérimentation. Je ne sais pas. Mais effectivement, ça serait intéressant de voir. Je pense qu'en fait, s'il était... Alors, bon, c'est un bonobo qui a l'habitude des expérimentations et du contact humain. Donc peut-être que s'il y avait je ne sais pas s'il y a des primatologues dans la salle qui peut-être s'ils ont la réponse n'hésitez pas, mais je crois pas, je vois pas les collègues primatologues. Donc oui, si peut-être des bonobos qui auraient aussi l'habitude du contact humain, peut-être pourraient aussi acquérir par l'observation, cette fois pas de l'humain mais de Kanzi, cette capacité d'utilisation. Dans la nature, il y a des observations, des apprentissages par observation observés dans des populations de bonobos. Donc pourquoi pas sur un cas d'utilisation d'outils. Et vous avez fait de la tracéologie sur les silex qu'il a utilisés pour couper les cordes ? Non. Enfin, vous ou quelqu'un d'autre ? Alors sur ceux de Kanzi, je ne crois pas qu'il y ait eu des travaux. Par contre, il y a toute une équipe qui travaille justement sur l'archéologie des primates non humains en particulier. Et c'est notamment des membres de cette équipe-là qui ont publié cet article sur les capucins. Et donc eux et d'autres collègues aussi ont déjà fait des études tracéologiques sur du matériel produit par des singes, par des primates non humains. Mais de ce que je me rappelle, je pense que c'est plus pour l'étude de traces de fabrication, plus que d'utilisation. Ou d'utilisation... quand je dis de fabrication des séries en fait qui peuvent être produites de façon qui sont pas intentionnelles, par exemple aussi. Regardez tous les stigmates de production que l'on peut observer dessus. Oui. Et on a retrouvé aucun habit d'homme préhistorique, mais par contre on a retrouvé des aiguilles. Est-ce qu'en analysant les aiguilles, on peut voir qu'elles ont servi à transpercer quel type de peau ? Alors sur l'os, la tracéologie sur l'os, effectivement, va pouvoir là aussi, en regardant les différentes altérations sur l'os, la localisation de ces altérations, l'organisation de ces altérations, les stries, s'il y a aussi des stries qui sont très très bons indicateurs du sens du mouvement, on va pouvoir effectivement, oui, sur les aiguilles, voir un sens de perçage ou on peut avoir ce type d'information. Entre une aiguille qui ne serait pas du tout utilisée et une aiguille qui aurait été utilisée intensivement, on peut voir la différence. Bonsoir, merci beaucoup pour la conférence. Je me demandais, au début, vous avez parlé des différentes fonctions que peut revêtir un outil durant sa vie. Quand est-ce que vous considérez que la vie d'un outil est finie ? Est-ce que c'est quand il est plus utilisé ou bien qu'il devient plus utile au sens où il ne peut plus répondre à ses fonctions ? Alors, dans mon cas, en archéologie, du coup, je vais considérer la fin active de l'outil comme étant le moment où il est enfoui, laissé, abandonné. Mais en tant que tracéologue, la vie de l'outil comprend aussi toute sa période d'enfouissement, puisqu'il va falloir déterminer les altérations qui peuvent être dues à... toutes les altérations qui peuvent être post-dépôt, en fait, post-abandon. Donc il y a des travaux en taphonomie, c'est-à-dire sur toutes les altérations naturelles, accidentelles, les frottements des sédiments, le piétinement, par exemple, qui peut provoquer des fracturations. Donc ça, ce sont des choses aussi à prendre en compte. Donc voilà, parler de vie d'un outil, ça dépend... disons que la vie propre de l'outil actif, oui, c'est quand il est du moment de sa fabrication à son abandon. Mais après, d'un point de vue analytique, ça se poursuit. Merci beaucoup. Je suppose que le néandertalien a une morphologie différente de la nôtre, et que, du coup, ça doit jouer sur l'utilisation de l'outil, sur la pression, les gestes, etc. Est-ce que c'est un paramètre qui est important dans la tracéologie, et si oui, comment vous la prenez en compte quand on a vu par exemple
quand vous automatisez les gestes avec motion capture ou automatisation avec le robot, comment vous le prenez en compte en fait ça ? En fait, c'est une très très bonne remarque. Bien évidemment, toutes les expérimentations que l'on fait aujourd'hui, justement, sont faites par des Homo sapiens. Et donc, quand on veut étudier du matériel utilisé, modifié, fabriqué par une autre espèce que la nôtre, forcément, il y a une approximation quelque part. Mais bien sûr, quand on fait de l'archéologie et quand on travaille sur des périodes très très anciennes, nous faisons de l'approximation de toute façon. Aucun archéologue et aucun rapport archéologique ne peut prétendre vous proposer la vérité vraie telle qu'elle a été à cette époque. Alors, pour rentrer plus en détail, répondre plus précisément à cette question, il y a quand même des travaux en paléoanthropologie, justement sur les mains des Néandertaliens, qui peuvent nous donner quelques informations sur des différences potentielles entre une main d'Homo sapiens et même chose, surtout les membres supérieurs, entre les mobilités des membres supérieurs que pouvaient avoir les Néandertaliens par rapport à Homo sapiens. Donc c'est des choses qui sont étudiées, mais en l'état actuel du développement méthodologique et de l'utilisation de ces techniques expérimentales, on n'est pas encore à l'étape d'implémenter, de tester réellement des modèles que l'on pourrait considérer comme des modèles néandertaliens dans ces expérimentations. Néanmoins, c'est tout à fait ce qui est envisagé en utilisant ces systèmes, notamment de bras robotisés, et en utilisant la biomécanique, les modèles biomécaniques avec ces systèmes de bras robotisés pourrait permettre tout à fait d'implémenter des modèles dans le bras robotisé qui soient à partir des résultats des travaux paléoanthropologiques et autres sur la morphologie néandertalienne, donc des paramètres qui soient plus proches du néandertalien qu'ils ne sont d'Homo sapiens. Donc dans le futur, je pense que c'est en tracéologie avec ces systèmes aussi, que c'est tout à fait envisageable. Et tous ces travaux justement que je vous ai montrés sur la main, sur la quantification des contacts, etc., visent aussi justement à voir quel est l'impact des différentes différences morphologies de main, de gestes, sur les traces produites. Et parce que si on se rend compte qu'en fait, peu importe la morphologie, peu importe le geste, au final, quand on racle une peau, eh bien la trace de raclage de peau, c'est grosso modo toujours la même. Du coup, on pourra dire que l'influence de ce paramètre morphologie de la main, n'est pas si important que ça. Mais à l'heure actuelle, là, j'ai pas d'éléments de réponse c'est encore des choses qui sont en cours et qui, voilà, donc à suivre. Merci. Oui, je voudrais savoir si vous pouvez nous dire quelques mots sur la tracéologie, sur des objets en métal, parce qu'il y a tout le problème d'oxydation, etc. Est-ce qu'on peut, comment on peut s'arranger, enfin, je sais pas, alors, comment on procède, quoi, un peu, quoi. Là, je suis désolé, mais ma réponse va être assez courte parce que je ne suis pas du tout spécialiste de tracéologie sur le métal, pour le coup. Je travaille sur des périodes trop anciennes pour qu'il y ait du métal, et du coup, je n'ai pas du tout d'expérience là-dessus. Donc là, je ne peux pas réellement répondre sur quelles sont les techniques employées pour s'affranchir de ça. Je pense que de toute façon, après, d'une façon générale, si les objets sont très corrodés, qui sont vraiment extrêmement altérés, de toute façon, l'application d'analyse tracéologique n'est pas réalisable. De la même façon que sur des objets en pierre, en fait. Et là, pour le coup, effectivement, ça me fait revenir aux objets en pierre, puisque là, on vient justement avec quelques collègues de mener des travaux sur des altérations taphonomiques, des attaques en fait chimiques similaires ou telles qu'elles pourraient se passer dans les sédiments, en fait, sur les objets en pierre. Et on a fait ça en fait sur des objets qui ont été utilisés et sur lesquels on savait qu'il y a des traces d'utilisation. Je les ai documentés, etc. Et on a regardé après altération de ces attaques chimiques. Et dans la majorité des cas, enfin dans
tous les cas même, les traces d'utilisation sont altérées. Dans certains cas, on est encore capable de dire la pièce a été utilisée sur cette zone, mais on n'est plus capable de dire comment. Donc ça, c'est les résultats préliminaires de ce petit travail de recherche sur l'altération sur des outils en pierre. Je pense que ça doit être assez similaire sur le métal. Une forte altération empêche clairement l'observation tracéologique. Une altération plus relative probablement va permettre une interprétation, mais qui sera beaucoup moins précise que celle sur du matériel frais, bien sûr. Ouais, moi j'avais découvert la tracéologie à travers justement l'étude des haches de Loire en métal. Et du coup, c'était une forme de tracéologie inversée où ils étudiaient sur les matériaux qui avaient été travaillés, c'est-à-dire les empreintes des poutres. Ils arrivaient à reconstituer les gestes en fait à partir des empreintes. Et du coup, ça m'amène à la question que je voulais vous poser. C'était est-ce que des fois vous essayez de prendre en compte le contexte ou les gisements ou la manière dont ont été extraits les pièces, voilà, de faire un jeu d'échelle. Je me demandais si c'était une piste de recherche. Oui, alors le contexte, bien sûr, est pris en compte. Vous avez vu dans l'expérimentation, déjà, on le prend totalement en compte. C'est extrêmement important de prendre en compte le contexte. Et notamment aussi pour comprendre toutes ces altérations qui peuvent être autres que celles liées à cette vie de l'outil actif, on va dire. Donc oui, on prend en compte ce contexte. Alors après, je ne suis pas certain de comprendre exactement la question quand vous parlez de contexte. Est-ce que je réponds ou non, mais je veux dire, est-ce que je réponds correctement Oui, d'accord. C'est ce que vous cherchiez à savoir. D'accord. Et après, au niveau expérimental, on va aussi s'intéresser des fois à la description de la matière travaillée, bien sûr. Là, vous mentionnez par exemple des poutres en bois qui sont analysées lorsque l'on fait la tracéologie sur le métal. Alors là, sur ces périodes-là, sur le période lorsque l'on va aller sur des sites néandertaliens par exemple, il est extrêmement rare de trouver des restes végétaux. Donc ce type d'analyse n'est pas possible lorsque c'est de la préhistoire ancienne. Mais lorsque ça se produit, et ça s'est produit, des pieux qui ont pu être trouvés à Schöningen ou dans d'autres sites, dans ce cas, il y a aussi une étude tracéologique qui peut être menée sur ces découvertes, bien évidemment. Mais elles sont très rares, et donc du coup très importantes, très informatives. Bonjour. J'aurais aimé savoir à partir de quel moment vous définissez que ça peut être un objet, un outil, pardon, parce que vous avez dit qu'au début, les singes, en fait, ils modifiaient les choses qu'ils trouvaient dans leur espace naturel, et vous avez dit que c'était des outils, mais parfois ils ne les modifient pas. Donc, et vous avez dit aussi que c'était des outils. Donc à partir de quel moment vous pouvez définir que c'est un outil ? Alors voilà, donc là c'est vraiment la question de la définition de l'outil, qui est complexe. Donc on est parti pour encore 3-4 heures. Non mais en fait c'est une définition qui varie aussi un peu en fonction des disciplines. Donc je vais donner un peu ma version. En tout cas, le livre, par exemple, dont je vous ai parlé, Dominique Lestel, qui présente une discussion sur cette définition de l'outil, peut être intéressante. À mon avis, ça vous intéresserait. Moi, je pense qu'est outil un objet qui va être utilisé, surtout. Parce que je vois l'outil du point de vue surtout de sa fonctionnalité. Et un objet qui va être fabriqué, mais qui au final va être laissé dans un coin et qui va jamais avoir réellement de sens, de vie active, si je reprends le terme que j'ai utilisé tout à l'heure, pour moi, ne va pas vraiment être un outil, puisqu'il n'a aucune utilité. Donc je classe plutôt en tant qu'outil un objet prélevé et utilisé, plutôt qu'un objet taillé, mais non utilisé. Donc pour moi, l'utilisation a une importance particulière dans la définition de ce qu'est un outil. Mais après, on peut aller plus loin, et c'est dans qu'est-ce que l'on appelle utilitaire. Est-ce que, par exemple, la confection d'un objet avec un objectif symbolique
il a une utilité. Il est utilisé pour représenter quelque chose, pour représenter un symbole. C'est une utilité, ça ne va pas être une utilisation dans une activité telle qu'on peut l'entendre de racler ou de préparer une peau, mais alors voilà, ça peut tout à fait aussi être... Donc voilà, il y a beaucoup de questions à se poser sur ce qu'est un outil. Dans ce livre notamment, il parle aussi, et je m'arrête là, pour ces définitions d'outils, il va proposer aussi, émettre l'idée que est-ce que les productions corporelles, par exemple, chez des animaux, ne peuvent pas être considérées comme un outil. La toile d'araignée. Elle va bien produire quelque chose, bon, c'est une production corporelle, mais elle le produit, elle va construire sa toile et elle va bien l'utiliser pour attraper des proies. Donc ça pourrait tout à fait être considéré comme un outil. Et donc c'est pour ça que la définition de l'outil est assez compliquée. Elle est importante à définir en tout cas pour savoir ce que l'on parle, quand on va discuter d'un sujet en particulier. Mais elle va varier entre un archéologue, un technologue, un tracéologue, un ethnologue. Je pense qu'il y a une certaine variation sur cette définition-là. Bonsoir, merci pour la présentation. J'avais une question concernant les singes, en fait, ou peut-être d'autres animaux qui utilisent les outils, parce que pour l'être humain, en fait, il va garder l'outil, en fait. Donc il va se sédentariser ou il va être en déplacement, mais il va le garder avec lui, en fait, sur le temps. Et l'animal, en fait, est-ce que vous savez s'il le garde, il le jette, ou en fait, comment par rapport à son mode de vie? Alors, il y a eu des cas, il me semble, à vérifier, je ne veux pas dire de bêtises, mais je suis à peu près sûr de moi, qu'il y a eu des cas d'un outil utilisé, laissé quelque part, et une réutilisation par le même individu ou par un congénère. Donc des réutilisations comme ça. Après, de transport permanent, je ne crois pas que ça a été observé, d'un primate non humain qui transporterait avec lui en permanence un objet utilisé comme outil, je ne pense pas. Ces capucins, par contre, choisissent les enclumes, en fait, les supports sur lesquels ils vont casser les noix. Ils sélectionnent les outils qu'ils vont utiliser pour casser. Il y a des travaux qui ont bien montré qu'ils ne prennent pas le premier caillou qui arrive. Il y a une sélection de fait. Des propriétés physiques qu'ils connaissent pour être efficaces sur la fracturation des noix. Donc il y a en tout cas des sélections des outils, des possibles réutilisations a posteriori, mais par contre une conservation avec soi, je n'en ai pas entendu parler. Alors ça, chez certains primates, effectivement, il y a cette capacité de ne pas prélever l'outil sur le lieu de l'utilisation, si c'est ça à peu près que vous voulez dire. C'est-à-dire qu'il y a une activité à faire quelque part, il va pouvoir faire abstraction en gros de ce contexte, mais le garder en mémoire pour aller chercher l'outil qui convient et revenir l'utiliser comme il le souhaitait. Donc il y a cette capacité. Ça montre un état de conscience, en fait, par rapport au passé, au futur, plus ou moins. Oui. Mais chez certaines espèces de primates non humains, cela a été observé. Merci pour votre présentation. Vous nous avez parlé d'un ensemble de techniques expérimentales. Vous êtes passé de l'œil nu et la loupe au microscope. Et la question que je me suis posée, c'est qu'en est-il finalement des nouvelles techniques, parce que vous avez aussi présenté les difficultés qui existaient par rapport au temps, par rapport au coût, et j'ai pensé naturellement au microscope quantique et à la capacité à déterminer la morphologie, donc la tracéologie au niveau atomique, et l'effet que cela peut avoir. Est-ce que vous, vos collègues, travaillez sur des sujets comme cela ? Alors sur la microscopie quantique, non, j'ai vu aucun travaux et je ne la connais pas suffisamment pour pouvoir vous dire les possibilités qu'ouvrirait ce type de microscopie. C'est d'ailleurs une bonne remarque, je pourrais m'y plonger. En tout cas, pour des déterminations, même au niveau atomique, par exemple, le microscope à force atomique, là va nous permettre d'aller déjà dans des observations de ce niveau-là.
On a aussi là des projets en cours d'utilisation, par exemple, de l'imagerie synchrotron. On va réaliser des tests pour voir pas uniquement maintenant dans la surface, mais essayer de voir si on peut détecter des choses en subsurface, voir à l'intérieur aussi des objets. Donc voilà, c'est des exemples vraiment de technologie en cours. Mais il y a réellement un engouement actuellement. On est vraiment maintenant un certain nombre de tracéologues. La communauté est relativement importante. La communauté de tracéologues s'intéressant à ces développements technologiques, méthodologiques, en utilisant justement ces nouvelles technologies. C'est très dynamique actuellement. Donc probablement des choses très intéressantes à venir très prochainement. Merci beaucoup et à bonne soirée. Merci.